28 octobre 2025. Nous sommes dans la 4e année, au 247e jour de la guerre en Ukraine. Bienvenue, voici le rapport quotidien sur la situation. Après l'annulation de la rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine, notre propagandiste préféré à la télévision d'État russe a apparemment menacé de recourir à la violence contre les forces américaines. Dans son émission, Solovyov a discuté avec le politologue Andrei Sidorov du fusionnisme américain opérant au large du Venezuela. Solovyov a littéralement exigé que le navire soit détruit et a fantasmé sur des contre-mesures face aux sanctions américaines. Ces menaces interviennent dans une période de tension accrue. Lors du second mandat de Trump, le gouvernement américain a pour la première fois imposé de nouvelles sanctions à la Russie, invoquant le refus du Kremlin de mettre fin à la guerre commerciale. La rhétorique de Moscou vise la mobilisation politique, mais comporte un risque d'escalade en politique étrangère. Cela leur importe peu et ils l'assument sûrement avec assurance. Mais vous n'avez pas à craindre une escalade, surtout lorsqu'il s'agit de nous. Car mes chers spectateurs, nous pouvons arrêter de nous inquiéter en Europe de savoir si la Russie attaquera un jour l'OTAN ou commencera une guerre avec l'OTAN. D'où est-ce que je tiens cette garantie ? Eh bien, Madame Wagenknecht a de nouveau défendu les raisons de la Russie pour cette guerre lors de débats avec d'autres personnalités, y compris Karl Lauterbach. Et elle a ajouté que Poutine n'attaquerait pas l'OTAN, car l'OTAN serait supérieure en tout. Cette phrase est décisive, car dans sa rhétorique, elle s'appuyait ensuite sur le fait qu'on pouvait désormais arrêter d'investir dans de nouveaux armements ou de dépenser pour l'armée, puisqu'on était de toute façon plus puissant. Les spectateurs intelligents de ma chaîne ont sûrement compris, la Russie continue de s'armer elle-même. Un char sur 2 ou chaque véhicule n'arrive pas au front en Russie, ou selon les Russes, mais est stocké. L'industrie de la guerre est actuellement, à côté du fleuriste pour les tombes, l'industrie la plus lucrative en Russie. Ils voudront bien sûr continuer à produire, même si la guerre se termine. De grandes stations radar et radio sont en cours de construction à Kaliningrad. L'ambiance dans le pays, ainsi que les enfants, sont déjà conditionnés dès la maternelle à une idéologie anti-OTAN ou anti-occidentale. À mon avis, la Bundeswehr n'est pas en mesure d'assurer la mission de défense du territoire national dans l'état actuel des choses, et encore moins de défendre l'Allemagne dans son ensemble. Présenter l'OTAN comme supérieure afin de justifier qu'une nouvelle course à l'armement serait inutile, cela sert évidemment les intérêts de Poutine et lui remplit les poches de roubles. Le problème, c'est que si nous ne commençons à acquérir du matériel qu'après qu'un incident se soit produit à une frontière de l'OTAN, il faudra encore des années, voire des décennies, avant que cet approvisionnement ne soit achevé, alors que la Russie continuerait à s'armer même après la fin d'une guerre. Soyons honnêtes, Madame Wagenknecht, sur la guerre en Ukraine, vous avez toujours été à côté de la plaque. Ou devrait-il simplement le rendre plus attrayant pour le citoyen ordinaire ? Et d'ailleurs, j'ai même encore quelque chose pour vous à ce sujet. Je veux dire, la Russie, c'est assez clair, n'a en fait aucun intérêt à envahir l'Ukraine. Bien sûr que non. Nous pouvons être vraiment soulagés que Poutine ne soit pas comme on le décrit, c'est-à-dire un nationaliste russe fou qui prend plaisir à déplacer les frontières. Si c'était le cas, alors ce serait vraiment le cas. Alors la diplomatie serait complètement perdue. Il y a 2 jours, un sabotage a frappé une voie ferroviaire logistique russe dans l'oblast de Zaporijia. Lors du passage du train à l'embuscade, les rails ont explosé, provoquant le déraillement de la locomotive, de 10 wagons et d'une plateforme. Je n'avais pas d'image avant, maintenant oui, donc je peux les montrer, seulement maintenant. L'incident vise l'axe logistique militaire et provoque des interruptions dans le transport et le transbordement. En parallèle, les signalements de petites participations se multiplient, incendiant armoires de distribution et coffrets électriques le long des voies ferrées. Rien que la semaine dernière, 6 à 7 cas de ce type ont été documentés. Ces interventions perturbent les postes d'aiguillage, signaux et dispositifs de sécurité, entraînant réduction de vitesse, déviation ou fermeture temporaire. Même s'il ne s'agit que de petites pannes temporaires, cela entraîne des retards supplémentaires et un effort de sécurité accru. Si la vidéo vous plaît, laissez un commentaire. Cela m'aide et me soutient en tant que reporter bien plus que vous ne le pensez, et cela a également une grande influence sur la visibilité de la chaîne. Les forces russes mènent à nouveau une attaque massive près de Tchakov. Ils utilisent 29 véhicules blindés pour cela. L'avance a été complètement stoppée après plus de 6 heures de combat.
Les Ukrainiens annoncent la destruction de 15 véhicules, dont 2 chars et 12 véhicules d'infanterie et transporteurs. Les Russes essaient eux de surcharger la défense en attaquant avec de petits groupes de 4 à 5 véhicules sur des itinéraires différents et à des moments décalés. Ils profitent aussi du mauvais temps pour limiter l'efficacité des drones de reconnaissance et kamikazes ukrainiens. Néanmoins, la défense a tenu, du moins pour le moment. Ils le doivent cependant moins à la manière d'attaquer des Russes qu'à la préparation technique, à la disposition judicieuse des champs de mines et à la coordination entre l'artillerie, la garde nationale et les systèmes sans pilote, qui ont ici fait pencher la situation en faveur de l'Ukraine en combinaison avec la 93e brigade qui a joué un rôle de premier plan dans la défense contre cette attaque. Mais ce ne sera pas la dernière attaque dans cette région. Alors que je réalise mon reportage ici, les Russes planifient déjà la prochaine attaque. La pression demeure forte. Eh bien, quand on parle du loup, on annonce déjà une nouvelle attaque. 12 véhicules blindés auraient été touchés et environ 40 morts russes signalés par les Ukrainiens. Même zone que tout à l'heure, sans évaluer les pertes indiquées. On voit qu'il y a beaucoup de pression ici, quand une attaque suit l'autre et que des pertes sont également subies. En parallèle, la prochaine attaque est planifiée et menée dans le même secteur et par le même itinéraire. En parallèle, de légers changements de territoire ont aussi lieu plus au nord-ouest de l'attaque signalée. La zone entre Koucherivja et les dernières unités russes est maintenant contrôlée par l'Ukraine. En même temps, ils ont repoussé les Russes sur à peine 2 km de large et maintenu l'encerclement. Nous avons déjà pu voir les tentatives de libération des Russes. C'est pourquoi je peux supposer que l'affaire sera réglée ici au plus tard en novembre, si rien ne change. Ici, les Ukrainiens ont effectivement fait du bon travail lors de la reconquête, même si cela a effectivement pris un peu de temps. Mais un peu plus loin, au sud, la situation est différente. Les tentatives d'attaquer les Russes à Chouirov pour bloquer l'approvisionnement de la ville ici ont échoué. Les Ukrainiens n'ont pu s'établir dans la localité ni repousser les Russes. Actuellement, les Russes continuent d'affluer sans être dérangés dans la ville et tentent de s'enterrer dans le centre-ville, c'est-à-dire près de l'Épingle Rouge. S'ils y parviennent, ils attaqueront alors la ville dans toutes les directions à partir de là, exploiteront les points faibles, élargiront la ligne de front au maximum et rendront impossible leur confinement. Et tout cela alors qu'en parallèle, ils continuent d'envoyer sans cesse de nouveaux soldats dans la ville. Les sanctions américaines actuelles contre Lukoil et ses entreprises associées ont un impact considérable, comme on le voit aujourd'hui. Pour ceux qui disent que les sanctions ne fonctionnent pas, il suffit qu'elles visent les bonnes cibles. Le secteur de l'énergie et des combustibles fossiles est particulièrement sensible ici. Ils doivent financer la guerre tout en perdant des installations clés à cause des drones, ce qui les oblige à gérer ces pertes. Chez Rosneft, la situation n'est d'ailleurs pas meilleure. Une équipe de tournage de la chaîne allemande Welt a été attaquée par un drone russe. Ils accompagnaient une unité de défense aérienne ukrainienne et ont ensuite été surpris et attaqués par un drone russe Lancet. Le caméraman et le producteur ont été blessés, mais pas tués. Un soldat ukrainien a cependant perdu la vie, tandis qu'un autre a subi une grave blessure à la jambe qui entraînera probablement une amputation. Malheureusement, on voit un peu trop de feu sur la vidéo, c'est pourquoi YouTube l'avait d'abord démonétisée. Je l'ai retéléchargée sur Telegram, vous pouvez la voir là-bas pour éviter une nouvelle démonétisation. Merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine mise à jour de la situation.